Bienvenue à tous. Quel type d'urbanisme dans un contexte de pression démographique en Afrique? Vous avez déjà entendu parler de l'urbanisme durable ou encore l'urbanisme écologique, peut-être pas suffisant pour faire face au mode de vie urbain. Des voix s'élèvent pour évoquer plutôt l'urbanisme éco-bienveillant. Son défenseur est notre invité sur ce plateau, Dr Boguin Doumong. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, bonjour aux téléspectateurs et je suis heureux d'être là. Merci infiniment pour votre invitation. Alors Monsieur Doumong, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que l'urbanisme éco-bienveillant? Vous l'annonciez en introduction, c'est un concept que je développe. L'urbanisme éco-bienveillant, je le définis volontiers comme étant une approche innovante du développement urbain, une approche innovante de la ville, dont la vocation est essentiellement de déployer un triptyque basé sur les piliers que sont la protection de l'environnement, le bien-être humain et l'harmonie sociale. Le but dans cette logique de développement urbain est davantage de centrer l'action sur la capacité des êtres humains vivant ensemble sur un territoire déterminé à construire sur cet espace-là une vie, à déployer des imaginaires, à déployer une action qui raconte une vision commune de la ville, qui raconte une vision solidaire surtout de la ville et qui s'attelle dans ce schéma-là à respecter les ressources et à renforcer son ancrage local, plutôt que simplement de s'atteler à construire durablement. Certains pourraient être amenés à parler d'urbanisme éco-bienveillant, de cette terminologie comme un terme marketing de plus, sans réelle distinction avec les concepts existants comme urbanisme durable ou écologique. Comment vous leur répondez? Écoutez, je trouve que c'est une question bienvenue. La critique même, je l'accueille parce que d'une certaine façon, je la trouve constructive, dans ce sens que, comme vous l'avez souligné, elle amène à apporter un peu plus d'eau au moulin du débat, à l'effet sans doute d'éclairer un peu plus la lanterne et de positionner plus favorablement l'éco-bienveillance vis-à-vis l'urbanisme éco-bienveillant vis-à-vis de l'urbanisme écologique et de l'urbanisme durable. Parce que dans le sillage du phénomène urbain, il est important d'opérer ce distinguo-là pour mieux révéler les spécificités de l'urbanisme éco-bienveillant. Donc, je m'y attelle en commençant par dire que l'urbanisme écologique a une vocation première, une obsession essentielle, c'est de préserver l'environnement et cela passe notamment par la promotion des énergies vertes, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, la réduction de l'émission carbone des villes. Et j'en passe. Par contre, lorsqu'on va parler d'urbanisme durable, on pousse un peu plus loin le bouchon de la réflexion. On associe à la dimension purement environnementale de l'urbanisme écologique des aspects sociaux et économiques, deux dimensions essentielles qui se veulent aussi équilibristes et qui tentent dans une approche globale des choses de garantir que justement les urbains contemporains promettent un avenir en ville aux générations futures. Et à ce niveau-là, on va intégrer des dimensions comme l'inclusivité, on va parler davantage de gouvernance participative et on va déployer sur un espace tout ce qui relève de l'économie résiliente, toute chose qui concourt justement à durabiliser l'aventure urbaine. Mais une fois qu'on a fini de dire ceci, on constate également que l'urbanisme durable a pour faiblesse d'avoir encore un peu de difficulté à connecter les êtres humains entre eux, à rassembler des générations sur un espace, et c'est là où l'urbanisme éco-bienveillant intervient exactement pour marquer sa spécificité dans sa capacité à ne pas simplement être durable, mais surtout à accueillir sur un espace des êtres humains et positionner l'humain comme étant l'aune principale de sa définition, le but étant de projeter des villes qui soient véritablement inclusives et qui permettent justement dans cet ancrage local, dans cet ancrage humain et social, de dire toutes leurs spécificités. Maintenant, à partir du moment où on intègre cela, il y a un aspect sur lequel il me paraît important de revenir. Vous parliez de termes marketing. Et moi, je trouve que cela est essentiel. Avec cette question-là en tête, c'est de savoir si aujourd'hui, la ville verte, la ville écologique, la ville durable ou même la ville éco-bienveillante est suffisamment marketée en Afrique. Ça, c'est une question à laquelle je réponds invariablement. En Afrique comme ailleurs, et je réponds invariablement non. Et partant de là, on a la possibilité d'ouvrir le champ à une réflexion vaste qui nécessiterait de remobiliser votre plateau et toutes les enceintes. Oui, monsieur Doumong, est-ce que quand on
parle d'urbanisme écologique, c'est vrai, l'accent est mis sur la protection de l'environnement et tout ce qui va avec, et l'urbanisme durable, la durabilité avec l'économie résiliente. Mais est-ce que, après tout, ce n'est pas l'homme qui est au centre pour justifier qu'on parle aujourd'hui encore d'urbanisme éco-bienveillant? Oui, c'est l'homme qui est au centre, mais vous savez, il y a des approches qui mettent un accent sur certains aspects. Dans l'urbanisme écologique, l'aspect principal est environnemental. Dans l'urbanisme durable, il y a une approche de la durabilité liée à la promotion des objectifs de développement durable qui nécessite que le social et l'économique arrivent. Il y a un lissage qui se fait entre ces trois dimensions et qui fait que l'aspect social n'est pas forcément celui qui est le mieux mis en avant dans la technicité des différentes approches de déploiement qui peuvent venir. Et c'est dans ce schéma-là que l'urbanisme éco-bienveillant tente d'apporter un souffle nouveau devant le constat que l'urbanité se déchire de plus en plus, que le tissu urbain se distord, se distend au fur et à mesure que l'urbain s'étale. Et c'est dans ce schéma-là qu'il y a cette nécessité. J'ai d'ailleurs écrit un article très intéressant là-dessus qui est paru chez la Tribune Afrique. Le titre, c'est Deux Afriques se jaugent dans une ville. C'était centré sur la ville africaine, mais c'était cette manière de raconter que dans le sillage justement de la hiérarchie sociale, on a de plus en plus de fractures, de plus en plus de discontinuité dans le tissu urbain qui nécessite de reconnecter l'humain avec lui-même à l'échelle de la ville. D'où la nécessité de l'urbanisme éco-bienveillant qui, en mettant l'accent sur l'approche humaine dans le développement, dans la conception de villes durables, permet justement de renforcer ce tissu-là et de faire en sorte que la solidarité et l'aspect communautaire soit celui qui prime sur des dimensions techniques et environnementales, en sachant que c'est justement là encore que l'humain peut se révéler comme étant un acteur du développement urbain. Alors, si on souligne le fait que l'homme est au centre de l'urbanisme éco-bienveillant, qu'est-ce que cela implique dans le modèle de développement de cette nouvelle ville de demain? Cela implique surtout que la ville de demain, la ville éco-bienveillante, doit pouvoir être travaillée par une vision commune. C'est aussi le cas pour la ville écologique, c'est aussi le cas pour la ville durable. Mais la spécificité dans le cadre de l'urbanisme éco-bienveillant, c'est de faire en sorte que sur un ordre plutôt technique, le déploiement de l'urbain passe notamment par des processus qui permettent de façon participative de projeter une image commune, de faire en sorte que cette image commune-là, sacralisée, appropriée par tous, s'accompagne de gestes également communs qui promeuvent le développement durable, promeuvent la protection de l'environnement, mais qui dans le même temps s'assure que l'humain ne se déchire pas et que cette unicité-là qui fait la matrice réelle de ce que peut une ville sur du long terme soit préservée. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui lorsqu'on regarde de nombreuses villes dans des pays développés, c'est que l'humanité se déchire. C'est qu'aujourd'hui les uns et les autres se regardent mais ne se reconnaissent pas. C'est que cet individualisme-là se développe de plus en plus, ce qui va à tout le contraire de ce qui ont été à l'origine les principes forts qui distinguent l'Afrique dans ce schéma et qu'il me paraît essentiel de maintenir, qu'il s'agisse du continent africain ou d'ailleurs, pour pouvoir donner à la ville un dynamisme renouvelé qui ne soit pas celui juste du café, du café-concert, mais celui de justement la connexion d'une rue, le regard, l'échange, la spontanéité qu'on peut rencontrer dans un espace qui, en l'occurrence, a été travaillé, conçu pour permettre que cela soit maintenu à l'échelle d'une ville. On peut prendre l'exemple, l'exemple de parcs ou alors d'espaces verts communautaires qui sont des endroits en réalité qui manquent dans nos villes pour pouvoir restituer cette humanité-là et la rendre aussi vivante que palpable pour décrire l'urbanisme éco-bienveillant. Alors, vous peignez là un tableau pas très reluisant de la ville africaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui en est l'origine? Vous savez, la mondialisation aujourd'hui a cours et contribue de manière générale à un lissage d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'idéaux. Aujourd'hui, les principes de solidarité qui existaient avant ne le sont plus forcément. L'approche du bâtiment que nous avions avant, de la noblesse des matériaux, de la vertu qui pouvait en découler, n'est plus forcément la même. Et il faut noter que c'est dans le développement urbain et dans la conception urbaine qu'on peut projeter en réalité
faut-il encore que cela soit intégré comme étant une priorité. Donc qu'on peut projeter, disais-je, l'interconnexion des êtres humains. Dans les sociétés traditionnelles, les places de marché, par exemple, aujourd'hui encore beaucoup ailleurs, représentent ces endroits-là où il y a une interconnexion qui est extrêmement forte entre des individus, où on peut marquer et puis suivre toute la pulsation que l'humain peut avoir. Aujourd'hui, ce n'est plus véritablement le cas, mais l'une des raisons, c'est lié à l'approche du marché telle qu'elle a été intégrée et conçue justement dans le cadre du développement urbain. Et il faudrait revenir à des approches qui soient durables des choses, à des approches qui permettent justement que cette interconnexion se fasse dans des schémas qui favorisent justement que l'humain prenne sa place et que l'interconnexion, la vie en communauté, la solidarité telle qu'on la connaît puisse revenir comme étant un essentiel du développement urbain. On va parler d'un élément essentiel quand on évoque l'urbanisme, c'est le bâtiment. Oui. Quelle approche du bâtiment dans un contexte de ville éco-bienveillante? L'approche du bâtiment qui convient à la ville éco-bienveillante, c'est le bâtiment durable. Je ne cesserai jamais d'insister là-dessus. Bâtiment durable nécessite conception bioclimatique, efficacité énergétique, usage de matériaux biosourcés et surtout déploiement à l'échelle. Et c'est là où nous avons encore beaucoup de difficultés. Dans le cadre justement de l'urbanisme éco-bienveillant, le bâtiment durable devrait pouvoir s'insérer dans une logique de tradition, mais également de modernité. Le but étant non pas simplement de refuser une tendance, mais de la suivre en racontant dans cette même mouvance-là cet ancrage essentiel que j'évoquais tout à l'heure dans le local lorsque je définissais l'urbanisme éco-bienveillant. Donc il s'agirait donc d'une approche frugale du bâtiment, mais qui soit également une approche extrêmement fonctionnelle et qui n'ait pas d'impact justement négatif sur l'environnement. Alors aujourd'hui, quand on parle du bâtiment, c'est toujours les mêmes matériaux, c'est le béton. Est-ce que vous plaidez plutôt pour l'usage des matériaux biosourcés? Ça veut dire que le chemin reste encore long? Oui, je plaide infiniment pour l'usage de matériaux biosourcés. Je travaille moi-même sur l'usage de matériaux biosourcés comme le béton à base de balles de riz, mais il y en a d'autres dans le cadre des différentes expérimentations que je peux être amené sur le plan de la recherche à faire. Mais il y a également les matériaux en terre qui sont disponibles localement, disponibles à foison. C'est l'un des avantages sur le continent africain. Il y a encore dans cette démarche-là de promotion d'abord de la ville durable de nombreux défis pour permettre de convaincre le commun des mortels de l'usage de ces matériaux-là qui ont un aspect et un impact essentiel sur la vision à long terme qu'on peut avoir de la ville écologique dans un premier temps, sous un regard lié à la protection de l'environnement, de la ville durable dans un second temps, sous un regard beaucoup plus technique lié d'une certaine façon à cette capacité-là à construire une ville, qui se déploie en déployant à l'échelle une logique du bâtiment centrée justement sur l'usage de ces matériaux pour faciliter la qualité de vie à l'intérieur de ces ambiances-là. Et dans une logique maintenant d'éco-bienveillance, il est important que le bâtiment durable revienne avec insistance, que les matériaux durables racontent ce bâtiment-là pour donner à nos villes des couleurs, des formes, etc., qui soient le plus nobles possible, mais en créant dans la simplicité le plus d'impact possible. Monsieur Doumong, quelle problématique urbaine en Afrique motive concrètement ce concept de ville éco-bienveillante? Vous savez, en Afrique, on a de très nombreux défis en ville. Le premier étant la démographie. Nous sommes aujourd'hui 1,3 milliard d'individus, 17% de la population sur 22% des terres. Nos villes sont majoritairement urbaines et le seront sur la durée, au moins jusqu'en 2050. Aujourd'hui, ce qu'on peut noter à partir de là, c'est que dans ce dynamisme-là, dans ce flot de population qui, dans le sillage du phénomène urbain, s'approprie les villes, il y a une difficulté pour les concepteurs à maintenir toutes ces personnes dans une ville où on leur promet en fait un cadre de vie intéressant. Et à partir de ce moment, on constate que l'étalement urbain a vite fait de se positionner, entraînant dans son sillage et de façon cyclique toute une flopée de conséquences qui vont du développement, on va dire, de l'habitat précaire aux défis liés à l'accès au logement, en passant par les questions foncières, d'assainissement, etc., jusqu'à interroger en réalité l'approche politique
de l'urbanisme, l'approche conceptuelle de l'urbanisme et surtout son approche opérationnelle telle que ça se déploie aujourd'hui. D'où la nécessité à travers l'éco-bienveillance justement de proposer un nouveau schéma de réflexion, de mettre en place une doctrine qui amène autour de la table les concepteurs urbains, le but étant de réfléchir à la nécessité de raconter autrement la ville à l'aune justement de cette approche urbaine-là. Et quand on a fini de dire ceci, moi j'insiste sur des aspects qui sont très importants au sens de ces défis. Ce sont les inégalités sociales, c'est la faiblesse de nos infrastructures dont on a besoin de les durabiliser pour permettre à ce que nos villes puissent se donner un avenir dans un schéma où nous sommes aujourd'hui extrêmement vulnérables vis-à-vis des impacts du changement climatique. Concrètement, la pression démographique appelle à changer de paradigme. La pression démographique appelle à changer de paradigme, mais elle nécessite justement que l'humain se mobilise de façon extrêmement massive pour construire une approche nouvelle de la ville. Alors, Monsieur Doumong, est-il indiqué de penser que l'urbanisme éco-bienveillant est plus adapté en Afrique qu'ailleurs? Oui, on peut totalement l'accepter parce que le continent africain aujourd'hui représente une trame essentielle, extrêmement ouverte pour l'innovation, dans un sens où aujourd'hui, au-delà de ces défis, au-delà de cette vulnérabilité au changement climatique que j'évoquais, nous sommes sur un continent où il y a énormément à faire. Nous sommes sur un continent où les matériaux locaux sont disponibles à foison, où nous avons une jeunesse extrêmement dynamique et où justement les principes, on va dire, communautaires forts, tels que la solidarité que j'évoquais, et puis cette communauté humaine-là qui se revendique d'une certaine appartenance, d'une certaine culture, est essentielle justement pour mettre en place l'urbanisme éco-bienveillant. Alors, quelles sont les valeurs ou les principes qui sous-tendent cet urbanisme éco-bienveillant? Je pourrais en citer trois. Dans une logique parallèle aux aspects que j'ai évoqués en définition, j'ai parlé de durabilité, j'ai parlé d'harmonie sociale et de bien-être humain. Dans ce même schéma, on pourrait évoquer en termes de valeur cet aspect de durabilité qui est essentiel, qui est important. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela qu'on peut justement mouvoir une logique de développement durable à l'échelle de la ville. Mais à côté de ceci, je m'empresse d'insister sur l'harmonie culturelle. Parce que nos villes aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, doivent devenir tradimodernes pour pouvoir rester véritablement ancrées dans un socle de valeurs, dans une identité qui est gage d'authenticité également. Et puis à côté de cela, il y a bien entendu tout ce qui relève d'aspects, on va dire, un peu plus techniques, qui nécessitent de prendre en compte, on va dire, des approches bioclimatiques, des choses permettant justement de garantir que au cœur de nos villes, ce triptyque-là soit maintenu pour raconter une nouvelle vision et, on l'espère, la promouvoir sur du long terme. Docteur Bogrin-Doumong, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.